Le 18 décembre 1944, l'hiver européen mordait l'âme des hommes tout autant que l'acier glacial des armes. La bataille des Ardennes faisait rage à son apogée, un enfer blanc de neige, de glace et de désespoir qui submergeait les forêts denses de Belgique. Chaque flocon qui tombait semblait porter le poids d'une vie perdue, chaque rafale de vent le lamento de ceux qui ne reviendraient pas. Dans ce décor brutal, où la visibilité était un luxe et la précision une chimère, la pointe de lance de l'infanterie, les snipers, tireurs d'élite, voyaient leurs calculs échouer lamentablement. Le vent traître, la densité de l'air à des températures sub-zéro, le mirage de la neige, tout conspirait pour transformer chaque tir en une loterie mortelle. Les pertes augmentèrent de façon exponentielle, faisant des tireurs d'élite de simples distributeurs de chance. Au milieu de ce chaos glacé, où l'espoir était une ressource aussi rare que les munitions, se trouvait un poste d'observation avancé, dissimulé sous une épaisse couche de neige à la périphérie de Bastogne. Là, le sergent Elijah Vance, un homme dont les yeux portaient le calme d'un lac profond et l'intelligence d'un génie incompris, observait la tragédie se dérouler. Les snipers revenaient avec des histoires de tirs déviés de quelques centimètres, de cibles qui semblaient immunisées, de fantômes qui échappaient à la visée. Ils avaient besoin de quelque chose de plus, d'un avantage décisif que personne ne semblait capable d'imaginer. Les solutions conventionnelles étaient épuisées et le moral s'effondrait. Elijah Vance, un homme de peu de mots, mais dont l'esprit bouillonnait d'équations et de probabilités, avait une idée. Une idée qui, pour la plupart, sonnait comme un délire. Il proposait un système de calcul balistique avancé, quelque chose qui semblait appartenir à un futur lointain, et non à la boue et au sang de la Seconde Guerre mondiale. Ses supérieurs l'écoutaient, avec un mélange de scepticisme et de dédain mal dissimulé. « Des calculs? En plein bombardement? Vous êtes fou, Vance !» avait hurlé un jour le capitaine Miller, écrasant la suggestion comme s'il s'agissait d'un insecte gênant. Mais Elijah ne se laissa pas démonter. Il savait que la guerre ne serait pas gagnée uniquement par la bravoure brute, mais par l'intelligence et l'innovation. Il croyait pouvoir transformer chaque sniper en un missile guidé. Son idée fut rejetée, ridiculisée, qualifiée de absurde et de impraticable. Pourtant, Vance persista, mu par une conviction inébranlable et par la vision d'un avenir où la précision ne serait pas une question de chance, mais de science. Il était sur le point de prouver que le génie peut surgir dans les endroits les plus inattendus et que la persistance triomphe du scepticisme le plus ancré. Rester jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde et redéfini l'art de la guerre pour toujours. L'enfer blanc de la bataille des Ardennes n'était pas seulement une scène de combat, c'était un ennemi en soi. Décembre 1944. La neige tombait sans cesse, transformant des paysages familiers en un labyrinthe monochromatique et mortel. Le froid gelait non seulement la chair, mais aussi le moral des troupes. La visibilité était sévèrement compromise par le blizzard et le brouillard glacial, créant un rideau naturel qui favorisait les embuscades et rendait difficile toute tentative de précision. Mais pour les tireurs d'élite, la menace était encore plus insidieuse. Le vent imprévisible et coupant déviait les projectiles avec une force qui défiait les meilleurs calculs. La densité de l'air, altérée de façon spectaculaire par les températures sub-zéro, modifiait la trajectoire balistique d'une manière que les manuels de terrain ne prévoyaient tout simplement pas. Et la neige elle-même, avec sa capacité à refléter et à distordre la lumière, créait des mirages et brouillait la perception des distances. Dans cet environnement hostile, les snipers, autrefois les yeux et la main précises de leurs unités, sont devenus presque inefficaces. Une cible à 500 mètres, dans des conditions normales, serait une certitude pour un tireur expérimenté. Dans ces Ardennes, la même distance se transformait en un champ de mines de variables incontrôlables. Des tirs qui auraient dû être chirurgicaux manquaient la cible de quelques centimètres, juste assez pour permettre à l'ennemi de réagir, ou pire, de contre-attaquer. Les pertes alliées montaient en flèche, non seulement à cause des affrontements directs, mais aussi à cause de l'incapacité à neutraliser les menaces à distance, à supprimer les nids de mitrailleuses ou à éliminer les officiers ennemis qui coordonnaient les attaques. Les offensives stagnaient, le moral chutait, et l'avantage tactique de la précision, la capacité de changer le cours d'une escarmouche d'un seul tir, avait disparu, englouti par l'hiver et l'imprévisibilité de la nature. Les solutions conventionnelles, telles que les ajustements manuels de la visée ou les tables balistiques standards,
était inutile contre la fureur des éléments. C'était comme essayer de prévoir la trajectoire d'une feuille au vent avec une règle. Le besoin de quelque chose de radicalement différent était palpable, une question de vie ou de mort, de victoire ou de défaite. C'est dans ce chaudron de désespoir et d'urgence que la figure du sergent Elijah Vance a pris des contours plus nets. Elijah n'était pas le soldat typique. Né et élevé dans un quartier ouvrier de Chicago, il n'avait pas la formation universitaire des ingénieurs militaires ou la lignée des officiers de carrière. Ses diplômes étaient de vieux livres de physique et de mathématiques dévorés à la bibliothèque publique, et ses lettres de créance, la capacité innée de voir des schémas là où d'autres ne voyaient que le chaos. Avant la guerre, il travaillait dans une usine d'instruments de précision, où son œil aiguisé pour les détails et son esprit analytique en avaient fait un maître de la calibration fine. Il pouvait détecter des déviations de millimètres, anticiper des défaillances de machines et optimiser des processus avec une intuition presque surnaturelle. Il était un mathématicien autodidacte, un ingénieur de précision amateur, comme il se décrivait lui-même avec un sourire discret. Dès son plus jeune âge, Elijah s'était senti comme un étranger. Ses idées, souvent trop complexes pour être comprises par ses pairs, étaient fréquemment accueillies avec scepticisme ou, au mieux, avec un silence inconfortable. À l'usine, ses suggestions d'optimisation étaient considérées comme exagérées ou trop compliquées. Dans l'armée, son tempérament introspectif et sa tendance à penser hors des sentiers battus l'avaient rapidement étiqueté comme « Vance le fou ». Il n'était pas du genre à crier des ordres ou à s'afficher au combat, mais son esprit travaillait toujours, analysant des données, calculant des probabilités. C'est ce même esprit qui, en observant les snipers revenir frustrés des Ardennes, a compris que le problème n'était pas le manque de compétences ou de courage, mais l'absence d'outils pour gérer la complexité balistique imposée par la nature. Il ne voyait pas seulement des tirs manqués, il voyait des déviations mesurables, des influences environnementales quantifiables, un casse-tête de physique attendant d'être résolu. Il savait que la solution ne viendrait pas d'un entraînement plus poussé de la visée, mais d'une compréhension plus profonde des forces invisibles agissant sur chaque projectile. Et il était prêt à être le fou qui la trouverait. Sa proposition d'un système de calcul balistique avancé, présenté initialement de manière rudimentaire, était l'apogée de son observation et de son génie. Il ne proposait pas une nouvelle arme, mais une nouvelle manière d'utiliser les armes existantes, élevant la précision à un niveau jamais imaginé auparavant. Pour les généraux habitués aux stratégies de masse et à la puissance de feu brut, l'idée qu'un soldat passe du temps sur des calculs en plein combat semblait être une distraction dangereuse, un luxe intellectuel inutile. Le capitaine Miller, un vétéran des tranchées qui faisait plus confiance à son instinct qu'à n'importe quelle équation, fut l'un de ses plus fervents opposants. « Vance à la guerre, on tire, on ne fait pas de la comptabilité. Arrêtez ces folies et retournez à votre poste », fulmina-t-il, faisant écho au sentiment général. Mais Elijah savait que les mathématiques n'étaient pas une folie, mais la clé pour percer l'imprévisibilité du champ de bataille. Il était sur le point de prouver que l'esprit, lorsqu'il est bien entraîné et appliqué, pouvait être l'arme la plus puissante de toutes, et que sa folie était, en réalité, une vision anticipée de l'avenir de la guerre. Elijah n'était pas homme à se laisser intimider par l'ignorance d'autrui. Tandis que les autres se plaignaient du temps et de la chance, il voyait un défi, une énigme balistique à résoudre. Dans le sous-sol humide et glacé d'un abri de fortune, éclairé seulement par une lampe à pétrole, Vance commença à construire son innovation. Ce n'étaient pas des pièces de métal tordues ou des circuits électroniques, mais une architecture de données et d'équations. Ces matériaux étaient des carnets gribouillés, des crayons presque usés, une règle à calcul qu'il avait fait passer en douce de son ancien emploi et, plus important encore, une observation méticuleuse de chaque tir qui ratait la cible. Il passait des heures, des jours, à observer le vol des projectiles, même ceux qui se perdaient dans la neige. Chaque erreur était une donnée, chaque déviation, une pièce du puzzle. Il enregistrait la vitesse du vent, estimée par des fanions improvisés ou par la manière dont la neige était balayée. Les mesures de température et de pression barométrique, extraites d'équipements météorologiques rudimentaires ou même de sa propre perception aiguisée, étaient notées. La densité de la neige, la réfraction de la lumière dans des conditions de blizzard, tout était transformé en nombres, en variables pour ces équations. Il savait que les tables balistiques standards étaient statiques,
créé pour des conditions idéales. Ce dont il avait besoin, c'était d'un système dynamique, capable d'ajuster les calculs en temps réel pour les conditions infernales des Ardennes. Son idée centrale était de développer un ensemble d'algorithmes simplifiés, mais puissants, qui pourraient être appliqués rapidement par un tireur sur le terrain. Il imaginait une méthode qui transformerait la complexité de la physique atmosphérique en une série d'étapes logiques, presque un rituel de calibration avant chaque tir. Utilisant la règle à calcul, il commença à créer des graphiques et des échelles personnalisées qui corrélaient les variables environnementales avec les ajustements nécessaires de la lunette de visée et de l'élévation. Ce n'était pas un ordinateur au sens moderne, mais un cerveau auxiliaire pour le sniper, une méthode pour transformer des données brutes en une décision de tir éclairée et précise. Les rares personnes qui le voyaient travailler dans son coin, courbé sur ses papiers avec l'intensité d'un alchimiste, le considéraient encore plus excentrique. « Qu'est-ce que vous faites là, Vance? Vous écrivez un roman de guerre ?» se moqua un collègue, passant à toute vitesse. Elijah marmonnait simplement quelque chose à propos de l'optimisation de trajectoire et retournait à ses calculs. Le capitaine Miller, le voyant une fois, debout à côté d'un tireur, tenant un anémomètre improvisé et prenant des notes dans son carnet, souffla son désaccord. « Vince, je vous ai déjà dit d'arrêter ces bêtises. Nous avons une guerre à mener, pas un laboratoire à monter. Vos formules ne vont pas arrêter un char allemand. » Mais Elijah persista. Il savait que les risques étaient élevés. S'il était pris, il pourrait être accusé d'insubordination ou pire de détourner des ressources à un moment critique. Mais la conviction d'être sur la bonne voie était plus forte que toute peur. Il commença à tester ses théories discrètement. Il observait les snipers tirant sur des cibles lointaines, calculait mentalement les variables et, après le tir, comparait la déviation réelle avec ce que ses équations auraient prédit. À chaque fois, ses calculs se révélaient incroyablement proches de la réalité. Il parvenait à prédire avec précision où le projectile aurait dû atteindre, même avec le vent et le froid travaillant contre lui. La différence entre la précision attendue et la précision réelle n'était pour lui qu'une question de mathématiques non appliquées. Il commença à approcher certains des snipers les plus frustrés, offrant des suggestions plutôt que des instructions. « Sergent, si le vent vient de cette direction à environ 15 km/h et que la température descend à 10 degrés, peut-être devriez-vous ajuster votre visée un peu plus à gauche et augmenter l'élévation de quelques clics supplémentaires que d'habitude. » Au début, il l'ignorait, mais la persistance d'Elijah et le taux croissant d'échecs des tirs les firent à contre-cœur commencer à prêter attention. « Fou ou pas, pensa l'un d'eux, ça ne peut pas être pire que ça. » Peu à peu, en secret, certains commencèrent à tester ses conseils. Les résultats étaient inconstants au début, mais Vance était là, ajustant ses formules, affinant son système, comme un sculpteur qui polit son chef-d'œuvre. Il forgeait non seulement une méthodologie, mais un nouvel espoir au milieu du désespoir des Ardennes. Il n'avait ni laboratoire, ni équipement de pointe. Son laboratoire était le champ de bataille, ses équipements, son esprit et quelques instruments rudimentaires. La pression du temps était immense. Chaque jour de retard signifiait plus de vie perdue. Mais Elijah travaillait sans relâche, convaincu que la clé de la victoire ne résidait pas seulement dans la force brute, mais dans l'intelligence appliquée. Il transformait l'imprévisibilité de la nature en un ensemble de variables contrôlables, et il était sur le point de montrer au monde que, même dans les conditions les plus adverses, l'esprit humain, lorsqu'il est libéré des préjugés, peut être l'arme la plus puissante de toutes. La persistance d'Elijah, cependant, ne fut pas un chemin pavé de succès immédiats. Les premières tentatives d'application de son système furent, comme on pouvait s'y attendre, remplies d'échecs et d'incohérences qui ne firent qu'amplifier le cœur des sceptiques. Les snipers, habitués à l'intuition et à l'expérience brute, luttaient pour s'adapter à une méthodologie qui exigeait une analyse plus froide et calculée au milieu de l'enfer du combat. Un sergent, après avoir suivi les instructions de Vance concernant l'ajustement de l'élévation pour une rafale de vent latéral, rata une cible ennemie cruciale avec une marge encore plus grande que prévu. Le projectile, au lieu de neutraliser un tireur de mitrailleuse qui terrorisait son unité, s'enfonça innocemment dans la neige à quelques mètres de distance. « Vance, c'est une mauvaise blague !» cria le sergent, revenant à l'abri, le visage rouge de colère et de frustration. « Vos chiffres m'ont fait rater encore plus. J'ai failli perdre la tête à cause de votre science. » L'incident, rapidement diffusé, donna de nouvelles munitions aux opposants d'Elijah.
Le capitaine Miller, mis au courant, convoqua Vance dans sa tente improvisée, l'air lourd de la fumée de sa cigarette et de sa fureur contenue. « Sergent Vance, j'en ai assez de vos expériences de laboratoire. Nous sommes en guerre, des hommes meurent. Vos formules sont plus un obstacle qu'une aide. Considérez-vous interdit d'interagir avec tout tireur concernant ces ajustements balistiques. Compris? Si j'entends parler d'une autre de vos suggestions, vous passerez le reste de la guerre à nettoyer les latrines. » La réjection était amère, mais Elijah ne plia pas. Il comprenait que le problème n'était pas l'échec de sa théorie, mais la complexité de son application dans un environnement chaotique et avec peu d'outils. Les limitations techniques étaient criantes. Il n'avait pas d'ordinateur de poche, ni de capteur de vent ultrasonique. Ses instruments étaient improvisés, ses mesures, souvent estimées. La règle à calcul, bien qu'efficace entre des mains entraînées, n'était pas quelque chose qu'un sniper pouvait manipuler sous le feu ennemi en quelques secondes. La pression du temps était un ennemi aussi implacable que les Allemands. Chaque minute perdue en calcul était une minute de plus d'exposition, de risque. Et le pire, la guerre dans les Ardennes n'attendait pas. Les offensives ennemies étaient incessantes, et le besoin de précision était plus urgent que jamais. Mais Elijah Vance était un homme dont la persistance frôlait l'entêtement. Il ne voyait pas des échecs. Il voyait des données. Les incohérences des premiers tests ne l'ont pas découragé. Elles l'ont guidé. Il réalisa que le problème n'était pas seulement la complexité des calculs, mais l'interface entre le système et l'utilisateur, le sniper. Il ne suffisait pas d'avoir la bonne équation, il fallait la rendre accessible, intuitive, rapide. Dans le silence de ces nuits sans sommeil, tandis que la neige tombait dehors, il commença à simplifier. Il transforma ces équations complexes en diagrammes visuels, en tables de référence rapides, en un ensemble de commandes mentales qu'un tireur pourrait suivre sous le stress. Il créa un petit guide de campagne improvisé, une série d'échelles et de marqueurs qui pouvaient être mémorisés ou consultés en un clin d'œil. Au lieu de calculer la densité de l'air, il corréla la température ambiante avec un simple facteur de correction. Au lieu de mesurer la vitesse exacte du vent, il développa une méthode d'estimation visuelle rapide et un ajustement correspondant de la visée. Il transformait la science en art, la complexité en instinct entraîné. Il continuait d'observer, maintenant avec une nouvelle perspective. Chaque tir perdu n'était pas un échec, mais un retour d'information, feedback. Il remarqua que la fatigue, le stress et l'urgence du moment poussaient les snipers à ignorer même les variables les plus évidentes. Son innovation devait être à l'épreuve de la guerre, assez simple pour être utilisée par un homme épuisé et sous le feu. Malgré l'interdiction de Miller, Elijah ne renonça pas. Il commença à laisser ses petits guides à des endroits stratégiques, près des postes d'observation, comme s'ils avaient été oubliés. De petites notes anonymes avec des astuces d'ajustement commencèrent à apparaître dans les poches des uniformes des tireurs. C'était une guerre silencieuse, une bataille d'idées contre le scepticisme et la bureaucratie. Et petit à petit, certains des snipers les plus désespérés, ceux qui avaient déjà épuisé toutes les autres options, commencèrent à expérimenter les conseils du mystérieux sniper fantôme, comme Vance en vint à être secrètement connu. Au fond, il savait qu'il importait peu qu'on le traitât de fou. Ses chiffres ne mentaient pas, la physique ne mentait pas. Et la vie des hommes dépendait de quelqu'un qui aurait le courage de voir au-delà de ce qui était pratique et d'embrasser ce qui était possible. À chaque petit ajustement dans ses diagrammes, à chaque nouvelle corrélation découverte, Elijah sentait qu'il était un pas plus près de percer le secret pour transformer chaque sniper en un missile guidé. Et l'enfer dans les Ardennes était sur le point d'être témoin de ce qu'un esprit entêté et brillant était capable de faire. 6. Succès et impact sur la guerre, début. La graine de l'innovation plantée en secret par Elijah Vance commença à germer dans les conditions les plus inhospitalières. Les petits guides de campagne et les notes anonymes, laissées stratégiquement comme des murmures du destin, furent trouvés par les tireurs les plus désespérés, ceux qui avaient déjà épuisé leur foi en toute méthode conventionnelle. Ils étaient ceux qui avaient le moins à perdre et, paradoxalement, le plus à gagner. L'un d'eux, le caporal Davies, un sniper qui avait échoué à neutraliser un officier ennemi lors de 3 tentatives consécutives, trouva l'un des diagrammes de Vance coincé sous une pierre près de son poste d'observation. Sceptique, mais à court d'options, il décida d'essayer. Le lendemain se leva avec un blizzard encore plus intense, un voile blanc qui recouvrait le champ de bataille.
Un poste de mitrailleuse allemand, qui causait des ravages sur les lignes alliées, se trouvait à environ 600 mètres, à peine visible à travers le rideau de neige. Davies, le cœur battant, consulta le diagramme de Vance. Le guide indiquait un ajustement de visée significativement plus grand que celui qu'il appliquerait normalement, prenant en compte la température, la pression et surtout la direction et la vitesse du vent, estimées par Vance sur la base de schémas complexes de turbulence. La respiration coupée, Davies aligna la cible, fit les ajustements recommandés et pressa la gâchette. Le tir résonna dans l'air glacial. Un instant de silence tendu. Puis, la mitrailleuse allemande se tut. Pour toujours. Un cri de surprise et de soulagement résonna dans les tranchées alliées. Davies, d'abord stupéfait, vérifia aux jumelles. Le tireur ennemi était tombé. Le projectile avait atteint avec une précision presque surnaturelle, défiant toutes les probabilités du climat. C'était le genre de tir qui, jusqu'alors, aurait été considéré comme de la pure chance. Mais Davies savait qu'il y avait autre chose. Il cacha le diagramme de Vance comme un trésor et, à la première occasion, chercha le « sniper fantôme ». Le succès de Davies ne fut pas un incident isolé. Dans une autre partie du front, le sergent Ramirez, qui avait trouvé une note de Vance dans sa poche, utilisa les facteurs de correction pour neutraliser un artilleur de mortier qui bombardait leur position. Le tir, effectué au milieu d'une rafale de vent latérale, fut parfait. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, d'abord parmi les snipers, puis parmi les soldats d'infanterie. Des murmures concernant un fantôme qui aidait les tireurs, un sniper fantôme qui semblait voir l'invisible, commencèrent à circuler. Les tireurs qui se moquaient de Vance le cherchaient, maintenant, en secret, pour obtenir ses secrets. Elijah, qui observait de près, enregistrait chaque succès, chaque ajustement. Il affinait son système, ajoutant de nouvelles corrélations, simplifiant encore plus les diagrammes. Il ne cherchait pas la reconnaissance, seulement la validation que ces mathématiques pouvaient sauver des vies. Et elles le faisaient. Les pertes de l'unité de snipers, qui avait explosé au début de la bataille des Ardennes, commencèrent à diminuer. Le taux de réussite sur des cibles critiques, auparavant minables, présenta une amélioration progressive mais indéniable. Le capitaine Miller, qui avait interdit à Vance de interférer avec les tireurs, commença à remarquer le changement. Il voyait ses snipers, autrefois démoralisés, revenir avec un éclair de confiance dans les yeux, et plus important, avec des résultats concrets. Moins de positions ennemies restaient intactes, moins d'attaques surprises réussissaient. Miller ne parvenait pas à comprendre. Il attribuait l'amélioration à une hausse du moral ou peut-être à une chance inexplicable. Mais la constance de l'amélioration l'intriguait. Il commença à observer les snipers de plus près, remarquant que certains d'entre eux faisaient de petits ajustements de leur visée qui ne correspondaient pas au manuel standard, ou qu'ils consultaient de petits morceaux de papier avant de tirer, qu'ils cachaient rapidement dès qu'ils s'approchaient. Toujours sceptique, Miller ne pouvait ignorer les faits. L'efficacité des tireurs était en train de changer le cours de petites escarmouches. L'avancée allemande, qui semblait imparable à certains endroits, commença à rencontrer une résistance plus précise. Les nids de mitrailleuses, qui nécessitaient auparavant tout un peloton pour être neutralisés, étaient maintenant réduits au silence par un seul tir bien placé. La légende du sniper fantôme grandissait, et l'impact de l'innovation d'Elijah Vance, bien que non encore officiellement reconnu, se manifestait sur le champ de bataille, silencieux et mortellement efficace. Petit à petit, la folie de Vance se transformait en l'espoir de beaucoup, une arme invisible qui redéfinissait la précision au milieu du chaos de la guerre. L'enfer des Ardennes était sur le point d'inverser la tendance, propulsé par un esprit qui refusait d'accepter les limites. Le modèle intrigant de succès ne pouvait plus être ignoré. Le capitaine Miller, un homme de raisonnement pratique et brutalement efficace, savait que la chance favorisait rarement un groupe d'hommes de manière aussi constante. L'amélioration de la précision des snipers, la diminution des pertes dues aux tirs ennemis à longue distance et la capacité notable à neutraliser des postes clés allemands étaient en train de réécrire le récit de la bataille des Ardennes pour son unité. Il commença à remarquer les notes et les petits diagrammes que les tireurs essayèrent de dissimuler. La curiosité, mêlée d'une pointe de méfiance, finit par l'emporter sur son scepticisme. Miller convoqua le caporal Davies, l'un des snipers dont les résultats s'étaient améliorés de façon spectaculaire. « Davies, qu'est-ce qui se passe? Vos tirs sont plus précis que jamais.
Vous et les autres me cachez quelque chose » demanda Miller, sa voix basse et dangereuse. Davis, un homme qui craignait plus la fureur du capitaine que le feu ennemi, hésita. Mais la loyauté envers la vérité et la reconnaissance que la folie de Vance sauvait des vies le poussèrent. Il sortit de sa poche, les mains tremblantes, un des diagrammes d'Elijah. « C'est le sergent Vance, capitaine. Il a une méthode. Il nous a appris à voir le vent, la neige, le froid, à faire les calculs avant le tir. » La révélation fut un choc. Miller regarda le diagramme, une série d'échelles et de corrélations qui, à ses yeux, ressemblaient à des hiéroglyphes. Il ne comprit pas, mais la preuve était là, dans les résultats. Il envoya immédiatement chercher Vance. La rencontre fut tendue. « Sergent Vance, il semble que vos folies fonctionnent, contre toute attente. Expliquez-vous, et soyez concis, » ordonna Miller, la voix toujours chargée d'autorité, mais avec une trace de respect nouvellement acquis. Elijah, calme comme toujours, présenta son système avec la passion d'un inventeur et la précision d'un scientifique. Il démontra comment ces formules simplifiées pouvaient être appliquées rapidement, transformant l'imprévisibilité de l'environnement en variable calculable. Il expliqua la densité de l'air à des températures extrêmes, la réfraction de la lumière dans la neige, les schémas de turbulence du vent. Miller écouta, d'abord avec scepticisme, puis avec une admiration croissante. Il vit non pas un fou mais un génie. À partir de ce jour, la chance d'Elijah devint le salut de beaucoup. Miller, convaincu, non seulement révoqua son interdiction, mais devint le plus grand défenseur de Vance. Il organisa une démonstration formelle pour le haut commandement, à un moment critique de la campagne. Le général Patton, connu pour son impatience et pour valoriser l'action par-dessus tout, était présent. La situation était désespérée. Les forces allemandes se regroupaient pour une contre-attaque massive. La capacité de neutraliser des cibles clés à distance était vitale. Dans une zone de test simulée, dans des conditions qui répliquaient l'enfer des Ardennes, les snipers entraînés par Vance furent mis à l'épreuve. L'un après l'autre, ils touchèrent des cibles qui, dans des conditions normales, auraient été considérées comme impossibles. Un tireur élimina une cible à 700 mètres, simulant un officier ennemi, au milieu d'un blizzard artificiel. Un autre désactiva une mitrailleuse d'un seul tir, ajustant sa visée sur la base des diagrammes de Vance pour un vent latéral qui changeait constamment. Patton, un homme qui montrait rarement des émotions, observa les yeux plissés. À la fin de la démonstration, il se tourna vers Vance, qui se tenait discrètement à côté. « Sergent Vance, vous n'êtes pas un fou, vous êtes un prophète. Vous nous avez donné les yeux d'un dieu et la main d'un ange. » Les paroles du général furent une reconnaissance retentissante. À partir de ce moment, le système Vance cessa d'être un secret et devint une directive. L'ordre vint directement du quartier général suprême des forces alliées. Le général Dwight D. Eisenhower, informé de l'innovation et de son impact décisif dans les Ardennes, ordonna la production et la distribution immédiate de 5000 exemplaires des guides de campagne de Vance à toutes les unités de snipers en Europe. Ce n'était pas un ordinateur mais une méthodologie, une façon de penser qui transformait chaque tireur en une machine de calcul balistique. L'impact fut quasi instantané et écrasant. Les pertes de l'unité de snipers chutèrent drastiquement, de manière presque incroyable. Le taux de réussite sur des cibles critiques, officiers, transmetteurs, artilleurs de mitrailleuses et de mortiers, monta en flèche. Le sniper fantôme devint une légende murmurée dans les tranchées, un fantôme qui abattait des cibles invisibles avec une précision létale. On estime que dans les semaines qui suivirent la mise en œuvre généralisée du système de Vance, des milliers de vies alliées furent sauvées. En neutralisant les menaces à distance avec une efficacité jamais vue auparavant, le système permit des avancées plus rapides, réduisit le besoin d'affrontements directs et démoralisa les forces ennemies, qui ne comprenaient pas pourquoi leurs avant-postes étaient si constamment éliminés. D'autres unités initialement sceptiques commencèrent à imiter sa méthode, adaptant ses idées. Le calcul balistique avancé, autrefois ridiculisé comme la folie d'un sergent, se transforma en standard, redéfinissant la précision au combat et changeant le cours de bataille crucial dans la dernière ligne droite de la guerre. L'innovation d'Elijah Vance n'a pas seulement sauvé des vies dans les Ardennes, elle a établi les bases des futures technologies de visée et de balistique, prouvant que l'esprit humain, lorsqu'il est libre d'innover, peut être l'arme la plus puissante de toutes. 7. Après-guerre et héritage. Avec la fin de la guerre, l'Europe commença à se reconstruire,
et les héros rentrèrent chez eux. Elijah Vance, le sniper fantôme, qui avait redéfini la précision au combat, suivit le chemin qu'il avait toujours souhaité, l'anonymat. Il ne chercha pas la gloire, les feux de la rampe ou les louanges qui lui auraient certainement été dus. Après la démobilisation, Vance retourna dans sa petite ville natale, à l'intérieur du pays, et reprit sa vie discrète, loin des champs de bataille et de la complexité de la balistique avancée. Il redevint le mécanicien automobile qu'il était auparavant, ses mains, autrefois tachées de graisse et de poudre, maintenant dédiées aux moteurs et aux transmissions. Il reçut, certes, des décorations pour son service et son innovation, des médailles qu'il gardait dans une boîte en bois poussiéreuse, rarement exposée, jamais discutée. L'humilité d'Elijah était aussi profonde que son génie. Pour lui, la véritable récompense n'était pas le métal brillant ou la reconnaissance publique, mais la certitude que ses équations avaient sauvé des vies, que son esprit avait trouvé une solution là où d'autres ne voyaient que l'impossible. Ses voisins le connaissaient comme un homme calme, travailleur et un peu réservé, sans jamais se douter que ce mécanicien de peu de mots avait été une pièce cruciale de la victoire des Alliés, un véritable architecte de la précision moderne. L'héritage de l'innovation de Vance, cependant, ne resta pas secret. Bien que l'homme ait préféré l'ostracisme, sa méthodologie devint la colonne vertébrale de la balistique avancée. Les guides de campagne qu'il avait développés dans les tranchées des Ardennes furent conservés, étudiés et améliorés dans les académies militaires et les centres de recherche. Son approche consistant à corréler des variables environnementales complexes avec des ajustements de visée simplifiés fut la base du développement des premiers ordinateurs balistiques portables et, plus tard, des systèmes de visée électronique qui équipent aujourd'hui les snipers les plus avancés du monde. Le calcul balistique, autrefois une folie, se transforma en une science exacte, une discipline qui définit la différence entre l'erreur et la précision létale. Les musées de la guerre et les institutions d'ingénierie militaire exposent encore aujourd'hui des artefacts et des documents qui racontent l'histoire de la façon dont un sergent mécanicien, sans diplôme formel, a révolutionné l'art de la guerre. L'histoire d'Elijah Vance est une puissante leçon sur l'ingéniosité humaine, la persistance inébranlable et la capacité de voir des solutions là où la majorité ne voit que des obstacles insurmontables. Elle nous rappelle que les bonnes idées peuvent surgir dans les endroits les plus inattendus, venant d'esprits qui refusent d'accepter les limites, indépendamment de leur grade ou de leur formation. Dans un monde où la technologie avance à grands pas, la pertinence de Vance est plus que jamais d'actualité. Ses principes fondamentaux d'analyse environnementale et de correction balistique sont à la base des systèmes de visée intelligents, des missiles guidés par GPS et même de la balistique légale, forensique. L'histoire du sergent Elijah Vance nous enseigne que l'innovation, aussi radicale qu'elle puisse paraître ou quel que soit le scepticisme qu'elle rencontre, est la véritable force motrice du progrès. La valeur d'une idée réside dans son impact, pas dans son acceptation initiale. Il a prouvé qu'avec le bon état d'esprit et le courage de défier le statu quo, un homme peut en effet s'élever au niveau d'un missile guidé, redéfinissant ce qui est possible et, ce faisant, changeant le cours de l'histoire. Quelles autres folies géniales sont ignorées aujourd'hui, n'attendant qu'un esprit persistant pour percer leurs secrets et transformer l'impossible en réalité? Réfléchissez-y.